Perfect. Donc, avant de commencer, je voulais réitérer le fait que la session est bilingue et que vous pouvez vous exprimer dans la langue de votre choix. So, I am based in Sherbrooke. Je vous parle à partir de la ville de Sherbrooke, sur le territoire non cédé des peuples Abénaquis et de la Confédération Wabanaki. Et je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième séance de partage-causerie pour les enseignants et les enseignantes. Donc, nous ferons le tour de l'ordre du jour ensemble. Donc, tout d'abord, nous faisons une petite introduction et après, nous allons faire une petite présentation du programme Activer le changement. Et la plus grande partie de la conversation sera animée par 5 animateurs et enseignants et enseignantes qui pourront nous parler de comment exploiter le potentiel de la littérature pour traverser les frontières et ensuite nous aurons une séance de discussion. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer directement à Thomas ou à tout le monde en envoyant vos questions dans la boîte de clavardage et nous noterons vos questions de manière à tenir une séance de questions-réponses à la fin de la séance et on espère avoir l'occasion de toucher à toutes vos questions avant de conclure. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'Activer le changement? Il s'agit d'une initiative quinquennale qui est financée par Affaires mondiales Canada, dont le but est d'augmenter la mobilisation des jeunes vers les organisations qui défendent les ODD dans le développement international et d'augmenter l'engagement des jeunes Canadiens en tant que jeunes citoyens-citoyennes internationales. Et l'un des objectifs du programme est d'augmenter la capacité des éducateurs et éducatrices comme vous, de manière à pouvoir mobiliser les jeunes pour les inciter à devenir des défenseurs et défenseuses des ODD. Et donc, avec des suites d'ateliers comme celle-ci, nous voulons augmenter les chances de participation et d'animation pour les jeunes en matière d'affaires et de citoyenneté mondiale. Dont fait partie cette séance. Donc, c'est que Activer le changement cherche à organiser au moins 3 événements par année pour créer des opportunités d'apprentissage, de partage et de mise en réseau pour les enseignantes et enseignants du primaire et du secondaire. Donc, l'idée est vraiment de partager des ressources entre pairs et des experts pour engager les jeunes en tant que citoyennes et citoyens du monde et pour qu'ils deviennent des défenseurs et défenseuses des ODD. Donc, en bref, cette session-ci, c'est la deuxième de la série. In terms of logistics for the session, so as I mentioned, the training session will be recorded. We invite you to please keep your mics off. Donc, la séance d'aujourd'hui sera enregistrée. Nous vous invitons à fermer vos micros en tout temps, à moins que vous soyez directement en train de poser une question ou de participer. À la fin de la séance de questions-réponses, merci de lever votre main pour vous exprimer. Et sinon, vous pouvez utiliser la boîte de clavardage pour partager vos commentaires, vos questions directement à Thomas ou à toute la salle si c'est adéquat. Donc, pour aujourd'hui, nous avons une séance extraordinaire où 5 enseignants et enseignantes pourront nous présenter différents thèmes. Donc, il y a Bill, Nancy, Matthew, Karen et Kevin qui sont ici avec nous. Et ils nous présenteront des outils qu'ils utilisent dans leur classe. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez contacter Thomas Caldwell ou moi-même, que ce soit pendant ou après la séance. Thomas représente le Conseil Alberta pour la coopération internationale et moi, je suis avec Activer le changement. Donc, sans en dire plus, je vous souhaite une excellente séance et j'espère que vous en retirez de nombreuses informations et ressources qui vous seront utiles. Donc, Thomas, je ne sais pas si tu voulais dire quelques mots sur le Conseil de l'Alberta. Oui, bonjour, merci. C'est super d'être parmi vous. Ici, Thomas Caldwell. Je suis éducateur en éducation
et citoyenneté mondiale pour Affaires mondiales canadiennes. Et si vous ne connaissez pas notre conseil, nous travaillons comme une organisation de coalition qui rassemble 40 à 45 membres albertains qui travaillent sur le développement international. Et le Conseil d'Albertin se concentre aussi sur le renforcement des compétences et l'éducation populaire, ce qui est tout à fait aligné avec notre mission. Et donc, je suis ici à Calgary où je vis et je travaille sur les territoires du traité 7 et je suis heureux d'être parmi vous. J'aimerais brièvement présenter Bill Howe, qui est un collègue. Je l'ai rencontré alors que j'étais au conseil du conseil administratif du Conseil de l'Alberta. C'est quelqu'un d'extrêmement passionné de nombreuses choses, notamment la citoyenneté mondiale et la littérature. Et donc, le mélange de ces deux thèmes est très sensé pour Bill et pour toutes les personnes rassemblées ici. Et merci, Bill, pour votre effort. Merci à tous et toutes d'être venus à cette présentation très intéressante. Et donc, sans plus attendre, Bill, nous vous écoutons et merci. Merci, Thomas. Donc, Karen, pourriez-vous lancer la diapo? Bonjour à tous et toutes. Et bonsoir à nos collègues de l'Est du Canada. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. J'espère que ce sera instructif. J'aimerais vous présenter brièvement. Pardon, si on peut envoyer la prochaine diapo. Et donc, l'ordre du jour proposé va comme suit. Donc, nous avons 5 panélistes prévus ce soir. Donc, je vous présenterai ces panélistes aussi brièvement que possible, mais nous parlerons de 3 cadres d'analyse pour parler de ce travail, en particulier avec un focus sur la citoyenneté mondiale. Après moi-même, nous entendrons Nancy Carr, ensuite Matt Sawyer, qui vient aussi du Catholic School Board. Nous avons Kevin McBean, qui m'a un peu amené dans ce secteur cette année. Il a été président du English Arts Council of Alberta et il a enseigné la littérature anglaise à Edmonton. Et enfin, nous avons Kara Jacobson, que je connais depuis de très longues années, probablement depuis plus longtemps que ce qu'elle aurait souhaité. Karen et moi avons travaillé ensemble. Elle a aussi été conseillère. Elle a travaillé dans les universités. Elle a été au département de littérature anglaise depuis de nombreuses années et elle est très passionnée de ce sujet. Et donc, pour démarrer, je ne sais pas pourquoi ma minuterie ne fonctionne pas. Je vais juste tenter de la repartir. Et je vais essayer d'être le plus rapide possible. Donc, c'est sûr que je vais lire mes notes. Vu que nous avons des interprètes simultanés, je vais y aller aussi lentement que possible, tout en tentant de ne pas perdre de temps. Et donc, cette première diapo représente ma perspective initiale sur la façon dont on peut envisager la citoyenneté mondiale, mais aussi dont on peut penser à l'éducation, la vie ou les expériences vécues en général. Plus souvent qu'autrement, nous pensons à l'aspect ontologique, ce qui est juste une belle façon de dire l'être ou le travail que je fais récemment, en fait, c'est plutôt sur le devenir, puisque nous sommes toujours traversés de flux, nous sommes toujours en transformation. Et l'aspect épistémologique ou la connaissance, c'est là où notre apprentissage prend place, que ce soit pour le mieux ou pour le pire.
Il y a des gens qui estiment qu'il s'agit qu'environ 80% de l'enseignement est fait de façon épistémologique. Et la raison pour laquelle j'ai proposé la tenue de cette séance, c'est en fait l'aspect esthétique, parce qu'ici, on rencontre le principe de la littérature. Et ici, je ne parle pas uniquement. Je crois que les autres aspects, il y a des interférences sonores pour l'interprète, suspension brève de service. In our unconscious in ways that we're not even aware of. So when I think about global citizenship, there's so many different theories out there of global citizenship. I'm just going to be very simple here. Think about three ways that I think about it. Global citizenship for me is about shifting boundaries, moving beyond the boundaries of province or city or country to. Nous tenterons de traverser les frontières des provinces, des pays et du monde. Gabor Maté a déjà dit que l'univers donc, l'idée, le concept de l'univers juxtapose la notion de l'unité et la notion de la circulation autour de la Terre. Et donc, ici, on parle donc, c'est aussi une question de transition de notre perspective de qui nous sommes. Et bien sûr, dans le monde de la citoyenneté mondiale, nous mettons beaucoup de respect aux relations que nous avons envers les uns les autres, envers le monde animal, végétal, etc. Je réfléchis souvent aux peuples autochtones, la façon dont ils voient les relations et respectent toutes les relations vivantes, ce qui est une façon très holistique de voir la vie. The notion of Ubuntu, which means I suffer if you suffer. And these are all different ways of thinking about global citizenship. Ça, c'est toutes les différentes manières qu'on peut réfléchir la citoyenneté mondiale. Et je pense aux bénéfices qui sont partagés comme les citoyennes du monde. Et ça fait partie de notre survie collective. Et que cette citoyenneté mondiale nous ouvre à les différentes alternatives d'être et des futures alternatives aussi. Il y a Mark Crawford qui parle de citoyenneté mondiale, l'origine de cette idée d'être un citoyen du monde et de faire le changement vers d'être les citoyennes pour le monde. Et au lieu d'avoir la pitié pour les autres, à une vision de plus de compassion. Et ça, c'est comment il parle de compassion, des réflexions, d'une curiosité, de considérer les différentes possibilités. Si on regarde la littérature de cette manière, on peut voir la littérature que ça fait face à tous ces points de nos expériences. Ça, c'est comment on apprend, on vient de sentir et on va bouger un peu notre être. Peut-être pas tout de suite, mais à travers le temps. La littérature approfondit notre compréhension. Et moi, je dirais que les données, les statistiques ne pourraient pas faire ça, et les faits même. Mes influences, plutôt, c'était la justice poétique, du poetic justice, et cette notion, comment la littérature pour ouvrir les complexités à les zones grises dans nos vies. Il y a Robert Coles qui parle de notre imagination morale et ils vont argumenter que et on voit les catégories des personnes qui sont coupées. Mark Rothfer, il parle de bouger des zones plus superficielles ou des stéréotypes, comment on comprend les autres.
et de comprendre d'une manière plus large, de comprendre les personnes selon leurs défis, de comprendre réellement qui ils sont, pourquoi ils sont. Et on parle de questions esthétiques, c'est vraiment l'art de littérature. Et moi, les esthétiques vont faire les forces de le sous-conscience ou le subconscience qui peut et de réfléchir les affects de littérature et comment ça. Désolée, j'ai besoin de suspendre le service jusqu'à temps que nos notifications arrêtent. Je suis désolée, mais ça continue de sonner pour l'interprète. Impact, or what I often talk to students about in terms of how literature affects us. And I think about the changes of self, the psychological, but also how literature forces us to think about ourselves. I think about how literature shifts our relationships with others, the social or the political. And finally, I think about how literature affects us ethically, how we behave in the world towards others. And of course, it's very, very difficult to think about evidence, but trust me, there is plenty of evidence to show that diverse forms of literature do impact all three areas. One of the references that you will get refers to Grace Lin, who has a TED Talk out there about teaching young elementary classrooms and bringing in Chinese texts that one of them self-authored, that in fact the teacher said changed the way other students behave towards the Chinese immigrant students in the classroom and how they stopped their bullying and started to see them in a very different light. Again, I think of Susan Chu, who talks about literature shifting us towards a hospitable imagination, a way of warming to others, of breaking down walls of division. And finally, I think about Jennifer Hart Davis and Tracy Smiles, who talk about the importance of not simply looking elsewhere for social justices or social injustices, but it's really important, rather than othering or looking objectively at the horrible things happening, that we first look in our own backyard. And so I think about the global, the United Nations Sustainable Development Goals that work on all levels for all countries, including our own. And they talk about a science project where students first look at water and how water is used and consumed here in North America before they look at the sub-Saharan. If you go to the next slide, very quickly. Alors, si vous continuez au prochain diapo, j'ai un autre diapo que c'est une citation de Frantz Fanon qui était une grande influence de moi, pour moi. Et c'est comment il réfléchit la littérature plus loin que ce qu'on parle souvent de multiculturalisme dans l'Amérique du Nord. Et ce sont souvent les éléments un peu superflus. Certaines personnes parlent des 5 F. Moi, je parle des 7 F. Alors, le food, alors c'est la nourriture, la mode, c'est fashion. La lutte, c'est les F en anglais, mais pas en français. Et souvent, ces affaires peuvent faire plus de mal que du bien. Alors, je change à un autre cadre pour moi. On regarde, les livres deviennent des miroirs, des fenêtres et aussi des portes vitrées. Et on voit qu'il y a plusieurs différentes compréhensions de ça. Et on regarde les différents styles dans les années 84. Et des fois c'est vu d'une manière très simplifiée. Alors, on voit que ça, c'est un peu plus nuancé, un peu plus complexifié. On voit des miroirs parce que si les enfants ne voient pas leur réalité reflétée, ils vont se sentir tout seuls.
Et si, avec les fenêtres, si les personnes sont ignorantes vers les autres, ils vont avoir moins de confiance. Alors, ça peut briser cette idée de autre ou cette idée d'étrange. Et puis, on a les portes qui s'ouvrent pour comprendre d'autres cultures à travers l'immersion. Rapidement, je vois plusieurs commentaires ici. Il y a plein d'idées critiques qu'on rentre en dialogue avec la littérature pour les enfants. Pour bien comprendre les analyses socio-économiques et de voir comment ces différents textes peuvent vraiment changer comment les enfants vont interagir avec le monde de l'extérieur. Quand ça, c'est des ressources dans un cours, ça va vraiment démontrer comment les différents contenus peuvent contrer les stéréotypes. Mais il faut regarder si on représente les étudiants ou les jeunes avec les miroirs embrumés, on va peut-être rajouter aux stéréotypes. Alors, c'est vraiment semblable à Franz Fanon. Comment on nous voit nous-mêmes dans le monde, ça va avoir un impact sur qu'est-ce qu'on peut faire et si on pense qu'on peut avoir du succès et aussi les visions des autres sur nous. Comme les fenêtres, les livres peuvent créer la compassion, l'alphabétisation et les actions critiques. Mais si cette fenêtre est vraiment limitée, est-ce que ça donne vraiment une vision claire ou plus large? Et puis, c'est le bénéfice des portes plus loin que les fenêtres. Ça peut être vraiment des expériences plus dynamiques, plus d'immersion, de voir que les cultures ne sont pas statiques et il n'y a aucun groupe ou ethnie qui sont monolithiques et que les cultures sont toujours en train de changer. Et si je regarde le temps un peu, je n'ai pas assez de temps pour faire les 15 diapos. Alors, cette diapo, c'est vraiment de comment on réfléchit sur les livres. Je regarde un livre, je vais le regarder, je vais penser à qu'est-ce que ça peut faire pour aider le lecteur ou lecteuse et comment ça peut nuire ou blesser à la société et la lecteuse ou lecteur. Et qu'est-ce que ça va faire aussi à la planète? Est-ce que ça va contribuer d'une bonne manière ou d'une manière nuisante? Alors, on regarde les livres selon leur authenticité, s'ils sont diversifiés, intersectionnels dans leur représentation. On regarde des livres, s'il y a un manque de représentation, c'est mal représenté et juste représenté d'un côté aussi. Alors, sans aller trop loin, je vais juste terminer avec cette dernière diapo. Et j'ai juste démontré quelques cas à considérer. Des fois, c'est des extrêmes, mais si on pense de 4 lecteurs ou lecteuses, ou juste 2 dans votre cours et 2 livres possibles. Alors, si on parle d'un homme blanc, classe moyenne, hétérosexuel, et qui lise un livre écrit par et par rapport à un homme blanc, urbain, et une expérience de classe moyenne. Ça serait quoi son expérience comme un fenêtre ou une porte? Ou si le même lecteur va lire un livre sur l'expérience des femmes ou quelqu'un non-binaire qui habite dans les zones rurales de Somaliland. Et puis, on pense à d'autres étudiants qui sont des minorités, comme un réfugié somalien qui lit un livre par rapport à une expérience d'un blanc, un homme blanc de classe moyenne. Et puis, si on pense à la même étudiante ou élève qui va lire un livre qui reflète plus elle-même, une femme noire somalienne qui vit dans une zone rurale. Alors ça démontre comme oui, les situations sont plus complexes que ça et ça va risque pas démontrer l'expérience de l'élève somalienne. Alors, il faut voir comment les livres marchent comme des miroirs, les fenêtres ou les portes. Et c'est qui les lecteurs ou les lectrices, je veux dire. Et c'est quoi les
c'est quoi leurs identités, c'est quoi leurs expériences. Comment est-ce qu'on veut être vu dans le monde? Comment est-ce qu'on pense que les autres nous perçoivent ou nous voient dans le monde? C'est quoi, où est-ce qu'on est quand on lit ou quand on rencontre un texte? Est-ce qu'on est tout seul dans un cours? Qu'est-ce que nos profs sont en train de faire quand on est en train de lire? Je pense aussi aux des dangers des livres et des fois le manque de confort. Et comment on a besoin d'être engagé avec les élèves, de les appuyer avec ces inconforts. Et je pense que ces dangers des livres, ça va renforcer les normes et renforcer des mythes, comme c'est quoi d'être un succès dans le monde. Et ça, c'est tous les mythes qui existent à cause du capitalisme, colonialisme et l'impérialisme. Je ne partage pas nécessairement ce que mes collègues disent dans les années précédentes, que tout la lecture est bon. Non, oui, il y a certaines lectures qui peuvent être dangereuses, qui peuvent nuire ou blesser. Quand je pense à cette jeune étudiante somalienne, et qu'est-ce qu'elle va vraiment prendre d'un livre qui est juste par rapport aux Blancs et elle ne voit jamais elle-même? Ou juste des hommes blancs, pire. Et quand tu vois juste les hommes blancs, et ça va changer ou plier comment elle voit elle-même. Alors, où j'ai passé des heures et des heures sur, sur ces diapos. Et oui, des fois, je saute au travail sur des affaires et j'aime comment René Magritte, on démontre les différents visuels. Il a des miroirs, des portes et des fenêtres. Alors, je vais vous montrer ça plus tard, si jamais. Mais si on peut juste sauter jusqu'à les dernières diapos et je vais partager les diapos avec vous. Moi, je pense qu'ils sont très intéressants et je pense qu'ils peuvent nous aider à approfondir et complexifier comment on réfléchit, qu'est-ce que les livres font dans ces termes de miroir, fenêtre, porte. Et cette dernière image ici, qu'on montre que ceci n'est pas une pipe, que tous les livres sont des représentations. Et comme les œuvres d'art, ils ne peuvent jamais être 100% exact. C'est juste des représentations. Alors, j'ai donné quelques exemples, sélections. Ça, c'est certaines sélections des balances, comment il faut balancer. On voit dans le conseil d'art et linguistique en Alberta, on a créé un comité de lecture, de réfléchir et lire et donner nos réflexions sur certains livres et éventuellement, ça va être ouvert au public. Alors, s'il vous plaît, restez en vue de ça. Et j'allais vous donner quelques sélections de littérature pour vous, mais je ne vais pas faire en ce moment, mais je vais vous démontrer un peu dans la prochaine diapo. Ça, c'est quelque chose, j'aime ça, regarder des présentations avec plusieurs niveaux. Alors, j'ai démontré la théâtre, et ça, c'est un livre qui démontre les complexités, le conflit en Palestine. Ça démontre les complexités de la situation, les auteurs d'Israël, les auteurs de Palestine. Ça, c'est un film qui est vraiment intéressant. Et ça, on parle de le monde du poésie. Et Nancy va nous en parler en plus sur la poésie. Et avant de partir, je vais juste vous dire, si vous ne connaissez pas Worcestershire, je vous suggère fortement de regarder ces œuvres. Alors, avec ça, je vais donner la parole à Nancy et je m'excuse que j'ai pris du temps supplémentaire. Salut tout le monde. Tout le monde entre nous va juste partager des différents projets et un peu comment on peut commencer des bonnes histoires, récits à lire.
Et on parle de peut-être 12e année, et beaucoup des livres. Alors, je vais parler des ouvrages généraux, les romans, les fictions, les nouvelles, et comment c'est relié aux des objectifs de développement durable et parler plus large de notre monde. Alors, on était supposé de nous introduire. Alors, moi, je suis une enseignante à l'école secondaire à Calgary et j'ai enseigné pour 23-24 ans. Je suis inspirée par le voyage. Alors, ça, c'est juste pour vous démontrer, ça, c'est le photo en New Delhi, une librairie. Alors, chaque pays où je voyage, je cherche des livres pour me renseigner sur les lieux où je vais voyager. Alors, en Australie, c'est David Malouf. En Égypte, c'est Sadawi. En Vietnam, j'ai lu Hu. Et Cyprus, j'ai lu Bitter Lemons. Et il y a plusieurs suggestions. Et juste un instant, la prochaine, c'était pour mes étudiants ou mes élèves. Et je voulais... ça, c'est un texte qu'ils lisaient pour les dernières 11 ans de leur éducation. Et elle était frustrée parce qu'il n'y avait pas beaucoup des livres qui reflétaient. Alors, ça, c'est sa citation. La représentation a toujours été et sera toujours important pour les enfants de tout âge. Nos éducateurs ont énormément de contrôle et de l'influence dans ce domaine. Et pourtant, chaque fois, je constate que les élèves comme moi sont laissés pour compte et les élèves comme moi sont déçus. Nous sommes soit des termes comme les stéréotypes sont utilisés comme des comiques, soit exclus, des discussions en classe, on est exclus ou démontrés. J'ai gardé ce dernier point, mais je ne sais pas exactement ce que vous voulez voir, madame. Alors, juste dites-moi s'il faut, je devrais mélanger ça un peu. Je veux juste vous démontrer à quel point nos étudiants et nos élèves ont des réflexions. Et ça, c'est pourquoi je voulais vraiment donner des opportunités aux étudiants d'avoir la confiance. La troisième inspiration serait clairement de perturber le statu quo. Beaucoup de mon inspiration provient de Leanne Bettasema Saki Simpson, dont le dernier ouvrage est intitulé A Short History of the Blockade et je recommande chaudement sa lecture. Et cette citation provient de ce livre et elle dit qu'en fait, les écrivaines ne peuvent pas simplement raconter les récits, mais doivent aussi prendre le rôle d'enseignante. Et donc, dans les prochains 3 projets que je vous présenterai rapidement, je parlerai de comment mobiliser la plume des étudiants et des étudiantes afin de les inviter à façonner l'avenir. Notre premier projet sera la littérature non fictionnelle. Donc, en fait, la littérature non romanesque est souvent citée comme 3e ou 5e champ d'intérêt et c'est intéressant parce que beaucoup de mes élèves sont intéressés à ce type de littérature. En termes de budget, ce n'est pas obligé d'acheter un titre 25 fois et c'est possible de se commander plusieurs titres à quelques copies chacune. Donc, nos élèves ont choisi entre 15 et 20 options de titres et en fait, ils pourraient lire l'ouvrage, partager des projets, des idées de projets et ensuite, ils créeraient une hypothèse de recherche à partir du texte qu'ils auront lu et ensuite, suite à une recherche, ils pourraient faire un sommaire de leurs résultats et faire un petit podcast sur le sujet. Et donc, parmi les textes les documents que nous avons lus cette année, on les voit ici. Je vais vous envoyer la liste de
je vous enverrai une copie de cette liste de lecture. Donc, Braiding Sweetgrass, Shout qui parle des agressions sexuelles, Two Trees Make a Forest qui parle de Taïwan et des camps de concentration. The Beast, c'est un livre qui parle de migration. Il y a eu une controverse autour de cet ouvrage quand il a été rédigé par un Américain, par une Américaine, en fait, qui a ensuite été accusée d'approprier l'histoire du thème sur lequel elle écrivait. Et donc, lorsque la controverse a éclaté à propos de cet ouvrage, il y a eu beaucoup de conversations. Et Oscar Martinez, qui était journaliste à l'époque, qui vivait au Mexique et qui suivait de près la crise des migrants et des migrantes au Mexique. Et donc, c'était un bon référent. Et donc, voici quelques exemples. Je sais que c'est difficile à montrer sur une diapo Google parce que l'image est non satisfaisante, mais j'ai les diapos et les images à vous partager dans un autre dossier. Et donc, ceux et celles qui se sont intéressés à l'ouvrage de Beast ont créé un assemblage des données et d'informations. Et ceux et celles qui ont lu White Fragility ont décidé de représenter comment le racisme impacte la santé des personnes noires et elles travaillent dans le secteur de la santé. Donc, c'était très important pour elles d'en parler. Prochaine diapo. Et j'ai ajouté cette liste de lecture aujourd'hui parce que c'est ma liste de choses à lire et nous avons environ 20 titres à proposer à nos élèves et si je devais rajouter une partie de suggestions, j'ajouterais cette liste pour les élèves entre secondaire 1 et 4 parce que ça touche à beaucoup d'enjeux internationaux. On parle de capacitisme, des luttes queer, etc. Donc, pardon, je vais mal prononcer ce titre qui parle de la traîne d'immigration en Grèce, du chemin d'immigration en Grèce. Et donc, notre deuxième projet, c'était des nouvelles. Donc, nous voulions nous assurer que les élèves, puisque souvent dans un curriculum prescriptif, on étudie Shakespeare, la dramaturgie moderne, ce qui, pendant de nombreuses années, a été enseigné ou préconisé dans nos conseils administratifs qui étaient largement dirigés par des hommes blancs. Et donc, j'ai voulu utiliser le répertoire de nouvelles pour initier mes élèves à de nouveaux types de littérature. Et donc, j'ai voulu utiliser la littérature comparative pour parler des ODD. Et cet ouvrage, je vous le recommande chaudement, qui s'appelle Craft in the Real World de Matthew Salesses. Et dans le synopsis, vous irez voir exactement de quoi il s'agit. Et donc, la tradition d'écriture en littérature a été établie par des écrivains blancs, hommes. Et en fait, on questionne vraiment comment l'influence occidentale a affecté la façon dont nous approchons l'acte d'écriture. Et les nouvelles que j'ai demandé à mes étudiants de lire les ont vraiment confrontés dans leur conception. Et en fait, en lisant cet ouvrage pour une première fois, ils ressentent souvent beaucoup de confusion et parfois on peut explorer d'où provient ce malaise autour du synopsis ou autour des personnages qui sont différents que les récits typiques. Ensuite, The Great Indian Teas and Snakes de Kritika Pendy, dont la protagoniste est une jeune femme en Inde et le sujet de ce livre, c'est d'aborder les inéquités de genre. Et donc, dans la quatrième de couverture, ça dit que la fille savait qu'il ne fallait pas s'approcher du serpent. Donc, The Embassy of Cambodia by Hedy Swiss, aussi, je vous le recommande. Ça débute, en fait, c'est structuré comme un match de badminton. Et donc, on commence 0 à 1, 0 à 2 et le récit est organisé autour de ce ratio. Et
En utilisant ce type de lexique du badminton, on arrive à parler de la vie, de ses gagnants, de ses perdants. Et donc, ça nous connecte au but de l'ODD de réduire les inégalités dans les États-nations. Ce livre est aussi une excellente recommandation pour secondaire 3 jusqu'à la première année de cégep. Et donc, ici, on aborde l'ODD numéro 8, qui est de promouvoir une croissance économique inclusive et durable qui puisse fournir un emploi digne pour tous et toutes. Et dans ce livre, la protagoniste, une femme, perd son emploi à un protagoniste blanc, mâle, qui parle un meilleur anglais qu'elle. Et elle se voit ainsi nier la possibilité d'avoir un emploi digne. Enfin, nous étudions Daughters of the Moon de Calvino. Je dirais que c'est un texte pour les lecteurs plus matures. Et ici, les sociétés décident de jeter la lune parce que on est dans une société où on jette tous les objets qui ont l'air d'être un peu brisés. Ici, la lune a l'air vieille et on jette tous les objets finalement qui auraient fini leur durée de vie. Et ça, c'est une ressource pour vous. Donc, pour aider vos étudiants à choisir un thème qui les intéresserait, pour choisir leur essai comparatif. Et donc, on pourrait parler de l'individualisation, du trauma ou d'autres éléments. Et je vais vous laisser sur 2 témoignages des étudiants, des étudiantes. Je vais vous laisser ces citations pour vous aider à voir comment les étudiants font vraiment des liens entre les thèmes pour en venir à une perspective d'éducation citoyenne plus large. Donc, grâce à leur travail Imbecile Cambodia and Words, Zadie Smith et Tama Vanza abordent comment la vie peut se dérouler comme dans un jeu sportif et chaque joueur doit jouer avec des cartes et des désavantages qui représentent les préjudices et les inégalités sociales. Et donc, ils sont forcés de se mettre dans des situations de lutte pour gagner leur vie. Et donc, c'est intéressant de voir comment les étudiants en sont venus à cette réalisation parce qu'on voit comment le racisme systémique et d'autres systèmes d'oppression contrôlent vraiment la vie des gens. Et des fois, c'est difficile à comprendre. Et cette histoire peut... Et en fait, cette histoire a vraiment aidé mes étudiants à voir ça dans la vie de tous les jours. Et voici un autre témoignage. Vous pourrez le lire plus tard. Prochain projet, celui-ci pourrait parler aux étudiants de la prématernelle jusqu'à la fin du secondaire. Donc ici, on a des récits sur le changement social et pour ceux et celles qui n'ont pas accès à des ensembles de matériel, il y a cette trousse qui est accessible, mais pour les étudiants avec qui je travaillais, cette trousse de matériel nous permet une certaine créativité. Et donc, nous avons choisi d'aborder la littérature comme étant un chemin vers la compréhension et l'empathie. Donc, je suis désolée pour les auditrices francophones. Madame Kay parle très, très rapidement. Donc, lorsqu'on partage un texte avec les élèves, on veut pouvoir identifier en tant que groupe quels sont les enjeux abordés. Et donc, pour vous, dans The Grizzlies, on parle de trauma intergénérationnel, d'alcoolisme, de trouver le sens de sa vie dans les sports, les connaissances traditionnelles et le désert alimentaire. Dans le 13th, on a parlé d'esclavage au Motorcycle Diary. On va parler d'autochtonie en Amérique latine et Patron Saints of Nothing. On parle de corruption, d'État policier, de guerre de drogue et de loyauté double.
donc entre le Canada, les États-Unis et les Philippines. Prochaine diapo. Donc, nous avons demandé quelles étaient les actions spécifiques que les élèves avaient envie de faire pour pouvoir confronter ces enjeux. Et les étudiants ont travaillé pour représenter ces actions sur les T-shirts. Oui, pardon. Donc, je voulais juste m'assurer que tu avais vu la demande de l'interprète de ralentir. Donc, c'est un super projet. Nous avons beaucoup aimé. Donc, l'idée de créer un slogan ou un énoncé qui invite les étudiants à poser un acte concret. Et enfin, je voulais vous laisser cette diapo pour que vous puissiez l'utiliser. C'est un de mes projets favoris. Nous avons, et vous pourrez regarder les vidéos sur YouTube, donc nous avons combiné le slam et la danse pour créer un spectacle qui parlait de la défense des eaux. Donc, nous avons travaillé avec l'ONG COST et nous avons réfléchi à comment rédiger du slam inspirant qui pourrait nous aider à aborder les enjeux reliés à l'eau et encourager l'audience à ressentir de l'empathie à travers la chanson et la danse. Et donc, ces exemples vous montreront comment nous avons incorporé le thème de l'eau dans un spectacle de slam et de danse. Et donc, si vous faites quelque chose de similaire à votre école, vous verrez à quel point c'est puissant et merveilleux. Donc, merci tout le monde. Désolée, comme Bill, j'ai dépensé mon temps. C'était parfait. Nancy, tu n'as pas dépensé du tout. Merci beaucoup. Bonjour. Merci de cette occasion de vous parler. Je suis avec Calgary Catholic et Nancy et moi avons travaillé ensemble par le passé dans une école secondaire et j'ai eu l'immense chance de travailler avec elle au cours de nombreuses années. Bien que nous occupons des postes distincts aujourd'hui, je suis quand même encore bonne amie avec elle et nous restons en contact. J'ai été élevée à Calgary, où je suis née. Mon père est allemand. Mon deuxième nom vous l'aura peut-être fait comprendre. Et ma mère vient de Trinidad, où elle est née. Et donc, mon père a immigré avec mon grand-père à l'époque. Et donc, je suis trinidano-allemand. Et donc, la seule autre personne que je connais avec cette identité culturelle, c'est ma sœur. Donc, beaucoup de personnes me disent, mais voyons, c'est quoi ton héritage? Et beaucoup de gens m'ont même demandé pourquoi je n'étais pas blanc. Parce que je disais toujours, je suis moitié allemand. Et ça ne satisfaisait jamais les personnes qui posaient des questions. On voulait savoir d'où venait mon héritage racisé. Donc, ma mère vient de Trinidad et elle a été amenée ici dans un système de servitude. Et éventuellement, toute la famille a déménagé à Calgary. Mon nom est Matthew Tyler John Sawyer ou Sauer. Et lorsqu'on voit mon nom et ils voient mon visage et ils ne font pas le lien, j'ai souvent cru que les noms étaient très cruciaux et souvent, on ne les considère pas à leur juste valeur. Donc, que ce ne soit dans leur classe ou nos élèves, on utilise le nom des élèves comme marque d'identification pour noter leur présence. Mais dans mes classes, j'ai fait très attention aux noms. Je veux que mes élèves comprennent leur nom. Moi, je veux comprendre leur nom aussi. Je veux connaître leur histoire, leur récit. Les noms sont tellement importants dans notre identité. Je commence toutes mes classes au cours des premières journées d'école. J'apprends à connaître mes élèves à travers leur nom. Et donc, je vais leur demander leur nom, je vais essayer de deviner d'où ils viennent et je vais essayer de deviner leur histoire, leur récit de vie. Et cette pratique toute simple
peut vraiment déboulonner tellement d'obstacles dans ma classe parce que dès le début, en faisant simplement les présences, j'apprends à les connaître, ils apprennent à se connaître. Et si souvent ça m'arrive d'entendre un élève me dire « Je ne sais pas, écoute, j'ai aucune idée », et alors je leur demande « Mais va demander à tes parents ». Et c'est super, vraiment, cette activité a l'air si simple, mais ça implique les parents à participer dans la classe. Et maintenant, on sait qu'il y a des dialogues qui se passent à l'école par rapport à ce qui se passe en classe. Et ça n'arrive pas si souvent que ça dans une classe de littérature anglaise au secondaire. Et donc, je fais très attention à faire ça de façon intentionnelle parce que si je le fais bien, le reste de la classe se passe tellement bien parce qu'on a déjà bâti des relations de confiance. Je demande souvent à mes élèves de qui provenez-vous et donc pas juste d'où provenez-vous, mais de qui provenez-vous. Je veux qu'on dépasse le territoire et qu'on parle de nos histoires familiales, qu'on réfléchisse à nos identités et j'aime élever les élèves à comprendre la valeur de leur vie, le sens de leur vie en leur demandant de qui provenez-vous et peut-être seriez-vous familière avec cet exercice et si ce n'est pas le cas, je vous encourage à aller regarder leur site web. Ça s'appelle Living Hyphen, qui est un magazine qui est publié dans tout le pays. Il y a aussi un podcast. C'est donc une initiative canadienne qui vivait dans un espace du trait d'union, un peu comme moi, qui a été pris entre deux mondes, que ce soit racialement ou sexuellement ou dû à leur identité religieuse. Souvent, j'ai des élèves qui sont pris entre deux mondes et d'identifier cet état que de vivre dans l'écart du trait d'union en posant la question « Mais de qui venez-vous? » Eh bien, c'est vraiment inspirant et ça aide au dialogue pour l'ensemble du groupe. Donc, mon projet aujourd'hui spécifiquement, c'est de vous parler des voix qui nous proviennent des marges, les voix marginalisées. Et donc, nous travaillons vraiment avec la marginalisation dans mes classes. Et je crois que c'est possible de travailler sur la marginalité dans tous les secteurs. Mais moi, j'ai une politique dans ma classe. En fait, dans mon plan de cours, c'est écrit directement « Aucun vieux mec blanc mort ». That we read and we teach about are from the perspective of dead white males, and that's nothing against dead white males. Parce qu'on ne veut pas juste enseigner sur les perspectives des hommes morts blancs. Parce qu'on sait déjà que les élèves ont déjà beaucoup d'occasions. Je veux leur lire ces hommes blancs morts et je veux leur donner d'autres perspectives. Alors, on donne un accent sur les marges et c'est quoi d'être marginalisé. Et puis la prochaine, je regarde et on fait un cadre dans le cours sur ces groupes marginalisés. J'ai une bibliothèque de la littérature qui vient des perspectives de ces groupes marginalisés, soit les auteurs, les artistes, les créateurs, créatrices, les poètes, les directeurs, etc., viennent de ces communautés. Parce que moi, je veux connaître leurs histoires. J'ai d'autres catégories, vous allez voir, parce qu'il y a d'autres groupes marginalisés aussi. Et on parle de ça, et je parle de la jeunesse comme un groupe marginalisé aussi, parce qu'il y a des moments que leurs voix sont minimalisées. Ils sont moins importants. Ce qu'ils disent, il y a moins de valeur. C'est important de moi d'inclure la jeunesse, parce que si je fais ça, je parle à 100% des personnes dans mon cours. Et puis, ça devient inclusif parce que tout le monde peut connecter à un certain niveau, soit il était marginalisé ou connaissent un autre élève qui était marginalisé. Et si je peux connecter sur ce niveau, et le travail devient plus facile. On va aller au prochain aspect. J'ai fait une liste qui va être partagée avec vous plus tard à travers ces différents genres d'écriture ou lecture.
j'ai des différentes affaires de littérature qui vont à travers tous ces genres, soit les romans, les fictions, les poésies, les films, les chansons, des perspectives autochtones, par exemple, par chaque groupe marginalisé. Je demande à mes élèves de créer leur propre cours. J'ai toutes ces catégories, j'ai 6 catégories, 8 groupes marginalisés, j'ai 48 textes qu'il faut lire. Et pour y lire, il faut juste choisir un de chaque groupe marginalisé. Alors, ils vont parler et regarder à travers les yeux d'un différent groupe marginalisé. Et j'ai besoin d'assurer qu'ils vont choisir en tous les genres. Alors, j'essaie de leur donner le pouvoir qu'eux, ils peuvent s'approprier cette littérature qu'ils vont choisir. Et à la prochaine diapo, dans le 10e année, le projet des romans, c'est tout sur les voix marginalisées. Ça, c'est quelques des romans que j'ai choisis. C'est un projet de lecture de romans individuels. Alors, j'ai un peu un problème, j'achète trop de livres. J'apporte ces livres de chez moi, je m'en fous de qu'est-ce que l'école a à mes dispositions. Avant, j'ai utilisé ça comme une excuse qu'il n'y avait pas. Non, j'apporte plus que 60 romans dans mon cours et c'est les élèves qui vont choisir. Alors, ça, c'est le côté des romans, la fiction, et ils peuvent choisir entre ces livres. Prochaine. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Je leur donne une série de questions. Qu'est-ce qu'il faut chercher dans ces livres? Vraiment des affaires typiques de littérature, mais aussi de faire une comparaison des voix. Alors, dans cette slam ou la poésie, c'est comment les luttes sont semblables ou différentes d'une autre minorité visible qui est démontrée dans un TED Talk. Et c'est quoi les connexions de la communauté des sans-abri avec la poésie écrite par les personnes sans-abri? Et on essaie de faire des connexions à travers tout ça. Alors, ça, c'est ce que j'ai pour eux comme qu'il faut développer. On a 8 textes. Il faut donner des réponses dans les différentes manières. De rester, de suivre bien le cours, le plan de cours. Il faut avoir des proses critiques, écrits, un poème, un prose. On peut répondre de manière visuelle, alors une œuvre d'art, la photographie. Il peut même créer un compte Instagram ou quelque chose d'autre, je m'en fous. Juste les visuels. Il faut qu'on parle à travers les visuels. Et puis, oral. Alors, il peut faire un podcast, une vidéo. Il y a certains d'entre eux, je trouve ça tellement impressionnant. Plusieurs de mes élèves ont fait des interviews avec leurs parents. Et je vais arrêter là parce que je n'ai pas vu ça venir. Et ça donne tellement de pouvoir de voir un parent qui fait une entrevue à leurs enfants ou font une entrevue se font faire entrevuer par leurs enfants par rapport à une personne marginalisée qui n'ont pas cette vécu. Et ce projet fait ça parce que la littérature ne reste pas dans la salle de classe. Ça passe plus loin et à travers. Et je pense qu'on peut faire ça à travers tout les années d'école. C'est juste, ça dépend, c'est quoi ton cadre. Et si, à un jeune âge, si les jeunes peuvent approprier, ils vont sélectionner leur propre livre. Et puis, eux, ils vont choisir leur roman. Ils vont comme faire pile face. Ils vont peut-être lutter parce qu'ils veulent un de ces romans. Et puis, c'est eux qui construisent eux-mêmes leur plan de cours et regarder un TED Talk ou un podcast ou un différent discours en ligne. Et des fois, je leur demande de travailler sur 8 et des fois, ils vont regarder 15, plus que je lui demande pour leur faire une influence et influencer ou regarder plusieurs voix.
Alors, qu'est-ce que je fais? Je demande à tous mes élèves de mettre ça sur un site web. On ne va pas regarder les sites web maintenant, mais j'ai la permission de ces trois étudiants de partager leur site web. Alors, ils ont mis tout leur travail sur un site web parce que je pense que c'est un outil très important d'apprendre comment créer un site web. Et ma fille, en 4e année, elle peut faire un site web. Oui, ça a l'air d'un site web fait par un 4e année, mais il faut qu'il apprenne. Alors, ils mettent tout leur travail sur le site web. Parce qu'à la fin, ils vont juste me donner juste un lien. Je n'ai pas des 75 papiers que je vais peut-être perdre ou pas perdre. Oui, non, il fallait. Tout est sur le site web. Et c'est quelque chose, et là, les élèves ont ce site web pour le reste de leur vie, s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas. C'est quelque chose qu'ils peuvent garder. Alors, vous savez, avant que je fais n'importe quel projet avec les élèves, je fais le projet moi-même. Je pense que c'est important quand on fait l'apprentissage basé sur les projets, il faut faire l'apprentissage avant les élèves. Si moi, je pense que c'est une bonne idée, il faut que je passe à travers. Et puis, je vais voir les problèmes, je vais faire des changements au fur et à mesure, je vais voir des obstacles, je vais être capable de répondre aux questions parce que j'ai fait ça, le projet moi-même. Et c'est une expérience géniale pour moi aussi d'avoir mon propre site web avec les tests que moi j'ai créés et passer à travers ces projets. Alors, à la fin ici, avant que je passe la parole au Kevin, j'ai inclus le projet, tous les textes que j'utilise et j'adorerais s'il y a n'importe qui est intéressé, viens me parler. J'aimerais comme vraiment impliquer la communauté des enseignants et enseignantes le plus possible à en parler, moi, s'il vous plaît. Allô, tout le monde. Merci vraiment d'être ici avec nous et merci beaucoup, Bill, d'avoir organisé ça, de tous les différents membres et organisateurs et organisatrices qui a fait ça ce soir. Il y a un mois, je ne voulais pas faire partie de ça parce que c'est la 3e année d'enseigner pendant la pandémie. Je ne voulais pas faire ça. Et bien, elle m'a convaincue de rester ici. J'ai déjà pris des pages, des notes et j'ai déjà vu les présentations avant et je continue à écrire des affaires et c'est un privilège d'apprendre des personnes ici ce soir. Je veux parler du processus de juste regarder un texte. J'adore les cercles de littérature et les choix pour les élèves, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de valeur d'avoir comme une communauté en classe si on va vraiment étudier un roman ou quelque chose. Et quand je parle de ça des différents enseignants d'anglais avec des amis, on est toujours, c'est comme, OK, on aime cet roman, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce qu'on veut juste le lire et on veut juste en parler. Et on veut que les élèves soient aussi excités que nous pour en parler. Et idéalement, on veut qu'ils vont chercher des nouvelles perspectives et peut-être passer à l'action. Peut-être qu'il peut changer qu'est-ce qu'il devient tranquillement, comme Bill disait. Et je pensais de ça beaucoup ce matin. Et on peut passer au prochain diapo, Karen. Ce matin, on avait une présentation de quelques personnes qui travaillent dans notre bureau, qui travaillent sur des différentes initiatives de diversité. Un des panélistes parlait de n'importe quoi qu'ils lisent ne devrait pas être inconfortable. Ça ne devrait pas créer des malaises. Et si nous, ça nous donne des malaises, on ne devrait pas mettre ça dans nos cours. Et je comprends d'où cette personne venait. Je pense qu'elle avait tort. Comme Bill disait, je pense que peut-être ça m'a fait poser des questions, comme qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un malaise dans le cours? Et oui, on veut que les élèves sentent qu'ils appartiennent, qu'ils ont une opportunité de faire des erreurs, d'avoir la valeur et toutes ces affaires. Je ne pense pas tout le temps que ça, c'est égal avec le confort. Quand on pense à cette métaphore de les fenêtres et les miroirs, des fois, de regarder dans un miroir, c'est inconfortable
parce que des fois, on ne va pas aimer qu'est-ce qu'on voit. Il faut confronter un peu ces idées. Des fois, on regarde à travers une fenêtre et on voit les personnes qui sont différentes que nous et ils sont maltraités et ça nous rend inconfortables. J'étais vraiment dérangée par ce qui a été dit. Et pour commencer, cette idée de citoyenneté mondiale, c'est vraiment de bouger les frontières. Et c'est quelque chose qui peut être très inconfortable. Ça rentre dans cette pédagogie de malaise et inconfort. Comme Bill et Karen ont commencé de parler de ça dans un projet de recherche, on s'est joints ensemble comme les professeurs d'anglais qui vont enseigner la littérature postcoloniale et les demandes dans le secteur de l'éducation pour la justice sociale. Je voyais que cette idée de pédagogie d'inconfort, c'était vraiment intéressant. Bill disait qu'il y a beaucoup de focus sur la place aux émotions et toute cette rencontre esthétique. Elle a dit que ces pratiques d'enseignement, ça peut encourager les étudiants d'aller à l'extérieur de leur zone de confort. S'il y a un des gros besoins de l'éducation de justice sociale, c'est vraiment d'encourager les croyances autour du monde. Un certain niveau d'inconfort pourrait être nécessaire. Bowler écrit aussi que les émotions peuvent donner une définition de qu'est-ce qu'on veut voir et qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on ne voit pas. Ça démontre un peu comment on a déjà été capable de ne pas voir certaines affaires parce que c'est plus confortant de ne pas voir certaines affaires. Et quand on voit ces affaires, on parle de ça, ça peut briser et vraiment avoir comme un problème avec notre status quo et ça peut soulever les différentes questions éthiques de briser, perturber le status quo. Mais de travailler avec ces rencontres avec les littératures, de bouger les frontières, ça influence beaucoup de mes décisions dans mes cours. Un des romans que je travaille avec depuis plusieurs années, c'est Purple Hibiscus. C'est un roman de 2003 de Nigeria. C'est une jeune femme et c'est sa vie avec le conflit armé civil. Il y a un conflit domestique aussi dans sa famille. Son père est un membre respecté de sa communauté, mais il est réellement très abusif. Et tranquillement, sa fille grandit sans être capable de réellement parler. Alors, ça parle du colonialisme, de l'hypocrisie dans la religion. J'adore ce livre parce que ça fait vraiment un pont entre les différents les romans Kwai. Et il y a toujours un caractère principal qui est un jeune. Mais quand on décide d'utiliser un roman comme ça, cette pédagogie d'inconfort, je crée cet inconfort. Il faut que je sois alerte à qu'est-ce que les sentiments des jeunes et pourquoi est-ce qu'on décide d'aller chercher des textes et que non, on apporte nos textes pour celles que j'aime plus ou comment est-ce que je questionne si ça c'est le livre qui est mon livre antiraciste, est-ce que c'est réellement un livre antiraciste ou c'était juste quelque chose que décidé dans ma vie que oui, c'était un livre antiraciste et je n'ai jamais réfléchi encore. Alors, de sortir de nos zones de confort, de sortir de cette idée de professeur comme expert ou enseignant comme expert. Moi, je ne peux pas enseigner mes élèves par rapport le Niger, au Nigeria. C'est pas, je peux rencontrer, aller voir ce texte avec eux et on peut découvrir ensemble. Et c'est d'apprendre, au lieu d'apprendre d'eux, mais par rapport, on apprend plus d'eux à partir de.
Et j'apporte souvent cet roman avec mes élèves et on utilise cet cadre et c'est l'auteur du texte, Purple Hibiscus. Si vous ne l'avez pas écouté, cette TikTok, ça vaut vraiment la peine. Je l'écoute plusieurs fois par année. Je l'apprécie tout le temps. Elle explique c'est quoi les stéréotypes, que le problème des stéréotypes, que c'est pas qu'ils sont faux, mais ils sont incomplets. Ils font qu'une histoire devient la seule histoire. Ça démontre comment on apprend de voir pas un peuple entier, mais on voit juste la pauvreté, par exemple. On pense que parce qu'ils sont pauvres, ils sont pas capables de différentes réflexions en pensée. Et j'adore, elle parle de ce concept de Kali, c'est d'être plus que quelqu'un d'autre. Quand on regarde les différences qu'on rencontre, souvent ils sont mitigés avec les inégalités de pouvoir, les manque de partage de pouvoir. Oh, juste un instant, je pense que c'est en train de jouer la vidéo. En travaillant avec cette pédagogie d'inconfort, souvent, on va aller plus loin que nos croyances traditionnelles, de pousser plus loin que les différents préjugés que les jeunes et les élèves ont par rapport à l'Afrique, qui c'est tout un continent. Non, et on a des élèves qui viennent de l'Afrique aussi. Alors, je ne peux pas généraliser. Beaucoup de personnes ont des idées nuancées. Souvent, je vais leur demander de réfléchir, c'est quoi les mots qui viennent en tête quand il faut réfléchir, c'est quoi l'Afrique. Alors, ils vont souvent être mis dans les catégories, c'est pauvreté, la famine, le safari, l'Égypte. Et c'est assez clair qu'il y a comme une idée de colon. Et j'utilise une histoire qui s'appelle Crocodile. Et elle va à Zimbabwe pour enseigner et que je veux me faire plus fort. Et ça, c'est juste les petits sorties de comment les élèves comprenaient l'histoire. Et quelque chose que je voulais regarder, c'est cette idée de c'est Barbie Savior. Ça, c'est un compte Instagram. Ça vaut la peine de regarder. Donc, ici, on voit Barbie qui fait une satire de cette idée qu'elle a assez de légitimité pour aller enseigner en Afrique, même si elle n'a aucune formation, outre le fait d'être blanche. Donc, elle n'a aucune information et c'est pour ça que c'est tourné en dérision ici. On peut aussi faire une recherche autour de la notion du volontourisme. Et donc, avec les scandales qui ressortent autour de la fondation We Charity, qui a fait beaucoup de campagnes payantes pour les enfants d'Afrique. Et donc, je tente de demander à mes élèves de m'expliquer quelle est leur histoire réductrice ou leur seule histoire centrale. Et donc, on a des témoignages ici. Donc, il y a quelqu'un qui dit « J'essaie d'éduquer les autres à propos des stéréotypes qui me concernent pour pas qu'ils n'aillent demander à quelqu'un d'autre ou poser les mêmes commentaires à quelqu'un d'autre qui n'a peut-être pas la même attitude d'enseignement ou qui n'a peut-être pas la même capacité à enseigner, à apprendre aux autres. » Nous analysons souvent les textes à travers plusieurs perspectives critiques et notamment les théories féministes nous amènent à se familiariser avec notre inconfort parce que ça peut nous amener à déconstruire nos biais cognitifs. Et donc, Chimamanda Adichie a un super atelier ici sur pourquoi nous devrions tous et toutes être féministes. Et donc,
dans mes classes, je parle de cet atelier de Adichie, je parle du vidéoclip de Flawless de Beyoncé. Et ça m'impressionne beaucoup de voir le niveau de compréhension que les élèves démontrent au cours des 5 dernières années. Les étudiants dans mes classes ont appris des concepts comme le féminisme intersectionnel et ils comprennent que le féminisme est souvent utilisé au bénéfice des femmes blanches. Et j'ai eu cette conversation il y a quelques semaines avec mes étudiants et ils parlaient du regard blanc et du regard mâle, donc ce qu'on connaît comme étant le white gaze, le male gaze. Et c'est vraiment intéressant parce que souvent, ils apprennent ces termes sur TikTok et ça les intéresse, ils cherchent d'autres espaces où discuter ces concepts. Nous étudions aussi l'œuvre de littérature d'une perspective anticoloniale et donc nous avons des citations comme celle d'Edward Said ici ou de Chinua Achebe qui ont inspiré l'ouverture de Purple Hibiscus et en lisant ces citations, on peut comprendre comment le postcolonialisme fonctionne et comment on peut utiliser ces œuvres pour mieux comprendre les difficultés de ce monde aujourd'hui. Donc, typiquement, j'ai quelques questions cruciales à adresser aux étudiants pour les amener à développer une perspective critique à travers différents types de modèles et de questions. Donc, on leur demande comment est-ce que les personnes opprimées peuvent résister au pouvoir? Comment le pouvoir est-il réparti dans les sociétés? Et que se passe-t-il quand un système de croyances est confronté par un groupe de personnes? Quelques autres éléments à considérer. Récemment, il y a eu une controverse autour de l'auteur Adichie qui a été accusé de faire des commentaires transphobes. Et Adichie a publié une réponse très intéressante que j'ai demandé à mes étudiants de lire parce que c'est révélatoire d'une culture d'Internet qui cherche parfois à résister à l'ambiguïté que la majeure partie des questions sociales comportent. Et elle touche un peu aux accusations qui lui sont portées, mais principalement, elle s'attarde à comment l'Internet donne un espace aux gens pour épouser une certaine pureté idéologique qui les amène à refuser en bloc tout ce qui ne correspond pas immédiatement ou de façon identique à cette idéologie qu'ils auront choisie. Et je crois que les étudiants et les étudiantes ont vraiment beaucoup apprécié cette leçon parce que c'est très complexe. D'un côté, ils vivent vraiment une époque où ils tentent activement de devenir de meilleures personnes, d'être antiracistes, d'être anti-homophobes, anti-transphobes, etc. Et je crois que parfois, lorsque nous travaillons avec les nuances de ces enjeux, ça peut être plus difficile. Et donc, c'est pourquoi cet article est intéressant. Ce roman parle aussi de violence domestique et de violence domestique et de religion. Et donc, ce type d'ouvrage suscitera nécessairement une réaction des étudiants et on doit faire de l'espace pour ces réactions. Et c'est là qu'on en vient aux considérations éthiques. Donc, quelques questions d'ouverture. Quelle est la limite de l'inconfort qu'on peut apporter dans la classe? Comment est-ce que les compositions de classes complexes peuvent-elles changer l'approche pédagogique dans le traitement du malaise? Et donc, si je demande à certaines étudiantes de réfléchir comme moi, eh bien, comment réagir quand ça fait émerger du racisme internalisé chez certains autres élèves? Comment réagir? Et comment utiliser ces frictions de façon productive et comment dépasser l'inconfort vers un sentiment d'espoir critique qui puisse nous donner un sentiment d'agentivité parce que finalement, si on est capable d'identifier les problèmes dans le monde, on peut ensuite se demander ce qu'on peut faire pour agir. Donc, j'espère que ça vous donne quelques éléments à réfléchir et maintenant, je vais passer la parole à Karen, et merci beaucoup tout le monde. Bonsoir à tous et toutes. Merci. Je suis heureuse parce que je peux arriver comme étant, agir comme... je peux faire le discours de clôture et donc
Je vais essayer de maintenir un rythme décent pour les interprètes. Nous avons beaucoup de diapos ici que je ne pourrai pas aborder. Je vous les laisserai à explorer sur votre temps libre. Mais ce dont je voulais parler, c'est en fait comment j'ai travaillé avec un roman, ce roman étant Working with the God of Small Things. Et certains des éléments dont parlait Kevin ont vraiment résonné à moi parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié enseigner Herbal Hibiscus et j'ai dû interagir avec quelques-uns des mêmes enjeux avec ma classe. Et donc, tout d'abord, j'aimerais peut-être vous présenter, en fait, peu sont les personnes qui sont familiers et familières avec le concept philosophique de l'expérience sentie qui a été développée par Philip Jensen. J'ai vraiment l'impression que le langage anglais, que la littérature anglaise est un bon terreau fertile pour le développement d'un esprit critique, puisqu'il nous demande la capacité de tolérer une certaine ambiguïté, une certaine incertitude. Et nous amène à approcher le paradoxe, ce qui est un facteur des esprits matures. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire en anglais plus que dans d'autres secteurs pour faire du pouce sur ce que Bill disait au début de la conférence. En tant qu'enseignants et enseignantes de littérature anglaise, nous faisons constamment face à ce paradoxe, particulièrement lorsque nous faisons une présentation comme nous le faisons ce soir pour parler d'un texte spécifique et parler de sa valeur. Je dois toujours composer avec la tension entre l'enseignement pédagogique qui doit se concentrer sur le texte et lorsque c'est le cas et que je dois uniquement me concentrer sur le texte écrit, je dois presque rien faire. Je ne veux pas m'interposer entre mes élèves et le texte lui-même. Mais en même temps, le texte en soi n'est que peu pertinent. Chaque enseignant et enseignante doit choisir une œuvre qui les rejoint et les élèves doivent faire de même. Donc, ce n'est pas le texte lui-même qui est si important, mais c'est ce qu'on en fait. Et c'est le contexte de la classe, comment les élèves accueillent l'œuvre. Et donc, nos identités personnelles sont toutes mobilisées dans ces rencontres, que ce soit dans la classe ou leur rencontre avec le texte. Et donc, cette notion de découverte de soi et cette capacité à pouvoir vraiment explorer son monde intérieur et d'espérer cette rencontre directe, eh bien, c'est une partie fondamentale de ma vie comme de mon enseignement. Et donc, pour parler un peu de mon parcours personnel, cette notion de nourrir une pédagogie contemplative à travers la conscience active, c'est très important pour moi. Et ici, au bas de la diapo, vous verrez un lien, un hyperlien vers mon projet de maîtrise que j'ai terminé en 2016, dans lequel il figure aussi dans les archives de ressources éducatives, pas seulement parce que c'est mon histoire, mais il y a aussi toute une partie de recherche qui aborde la notion de la pleine conscience dans l'acte d'apprentissage. Et il y a aussi toute une liste d'activités qui peuvent être très utiles à quiconque enseigne une classe, quel que soit l'âge de son groupe. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez en parler un peu après. Une de ces activités concerne l'apprentissage du toucher. Et je suis intéressée à comment l'histoire de la conscience, de la pleine conscience peut affecter l'expérience des jeunes dans la découverte de leur sens
de leurs 5 sens. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par le sens du toucher? Il y a plusieurs liens, hyperliens à vous partager. Vous verrez plus tard. Il y en a un qui vous amènera à une organisation qui s'appelle focusing.org où vous trouverez des définitions de ces concepts que j'utilise. Et ici, c'est défini comme étant un... Okay. Donc, en fait, on parle d'un sentiment du toucher qui rassemble et communique de manière physique à l'individu ce qu'ils peuvent interpréter d'un sujet à n'importe quel temps. Donc, ça peut être une description corporelle qui est ressentie de façon physique ou le sens du monde est abordé par le corps et l'esprit avant d'être séparés. Et donc, ça peut descendre dans plein de types de philosophies distinctes et de différentes branches de ce concept, mais moi, je l'utilise dans ma classe dès le départ pour aider les élèves à trouver leur voie vers une écriture qui sera authentique et qui les redirigera vers eux-mêmes. Et donc, Sandra Pearl à City University of New York, sur leur site Web, a un cadre de référence pour la rédaction. Et ce sont des vidéos de 30 à 40 minutes qu'on peut jouer en classe et les étudiants et les étudiantes peuvent suivre la leçon. Et pour certaines de mes étudiantes et de mes étudiants en création littéraire, cette approche a vraiment transformé leur parcours et j'ai ajouté un lien ici encore parce que j'ai assisté à la deuxième conférence sur le sens du toucher qui a été tenue juste avant la pandémie à New York. Et la troisième arrive bientôt. Elle sera tenue en ligne et elle abordera ce dont on parle ici aujourd'hui, c'est-à-dire le sens du toucher et la justice sociale. Et donc, si ça vous intéresse, vous pourrez explorer davantage. Je viens de participer à un atelier où Béatrice Blake parlait de son travail au El Salvador, où elle travaillait sur le sens du toucher et la communication non violente. Donc, il y a plusieurs il y a plusieurs liens ici qui vous seront acheminés par rapport à des ressources que j'utilise dans la classe pour aborder la communication non violente. Et donc, l'Institut qui nous a fourni cette citation offre aussi beaucoup de ressources pour l'enseignement auprès des jeunes. Et donc, pourquoi parler de tout ça? Et je crois que c'est vraiment important de se centrer complètement dans une classe et d'être 100% présent. Et dès qu'on s'attache à un document écrit, il est important d'être présent au type de texte qui est devant nous. Et donc, peut-être lorsque vous regardez toute la présentation, je vous encourage à tenter de porter une attention spécifique à ce qui se passe dans votre corps. Et c'est très apparent avec les bandes dessinées ou les textes visuels où il y a beaucoup d'images. Donc, on utilise beaucoup d'images dans les classes. Et c'est juste une autre façon de permettre aux élèves d'avoir accès au contenu. Souvent, une image comme celle-ci peut créer un sentiment de vertige qui se déclenche dans certaines parties précises du corps. Peut-être est-ce que cela déclenche un sentiment d'inconfort avec cette spirale vers le bas. Mais on peut aussi leur suggérer des images comme celle-ci juste avant de commencer un atelier d'écriture. Et dans un atelier que je faisais à propos des sens du toucher, les participants et participantes partageaient leur réaction à cette image et c'était très intéressant de voir que même si plusieurs personnes avaient des émotions chaleureuses, des réactions affectives similaires, une personne a mentionné à quel point ça le faisait se sentir seul et a évoqué un sentiment anxieux et de protection pour ces deux enfants qui avaient l'air d'être seuls au monde.
Et donc, ce que ça me permet d'aborder, en fait, c'est... Ça me permet d'aborder certains thèmes du roman God of All Things. Et comme mon collègue et Purple Hibiscus, j'ai réussi à aller stimuler une réaction de la part des parents. Et on peut obtenir toute une variété de réactions, même à des textes banals. Et donc, je crois que des avertissements de contenu sont importants et je dois en donner un direct au début de mon cours. Le roman particulier, God of the Small Things, je l'ai enseigné à quelques reprises et dans cette classe, j'ai pu dire nous allons étudier la littérature adulte de niveau postsecondaire et nous parlerons de thèmes complexes, d'émotions difficiles. Et je veux que vous soyez préparés à cela. Mais dans une classe de secondaire 4, j'ai vraiment besoin de faire beaucoup de travail préalable au début du cours avant d'aborder un texte aussi dense que Purple Hibiscus. Et donc, c'est une faculté de pouvoir aller tranquillement vers la zone d'inconfort et d'avoir l'ouverture d'entendre une élève comme une élève qui m'a abordé une session dernière pour me dire je ne peux pas lire ce texte-là. Je viens d'un contexte où j'ai un père abusif et les scènes qui sont décrites dans ce texte m'affectent trop. Donc, nous avons souvent des étudiants et des étudiantes qui abordent le texte avec un affect plus traumatique. Et bon, ça fait 40 ans que j'enseigne. Je viens juste de prendre ma retraite. Et j'ai appris graduellement à devenir de plus en plus sensible aux façons dont mon approche au texte peut affecter la classe. Mais en même temps, je ne veux pas tout laisser derrière et suivre les instructions que Kevin parlait de son consultant ce matin, lui donnait. Et donc, ça, c'est un exemple et je vous enverrai des citations de God of Small Things. Mais si vous n'avez pas lu ce roman, il y a vraiment une écriture poétique et humoristique qui est si intéressante. Et donc, la citation dit l'air était rempli de pensées et de choses à dire, mais des fois, comme ce moment-là, ce sont seulement les petites choses qu'on peut dire. Les grosses choses se cachent derrière les rideaux. Et c'est ce que j'explore au début de chacune de mes classes. Ce sont des extraits de littérature, que ce soit A Father's Letter to a Daughter, qui était un article littéraire qui a passé il y a quelques années, et des passages, des extraits tels que The House on Mango Street, etc. Désolée, Karen, je veux juste vous dire qu'on a juste quelques minutes parce que si on veut avoir quelques moments pour la question et réponse à la fin, je vais passer rapidement à travers ça. Alors, un des particuliers, c'est pourquoi ce roman particulier, c'est important parce que ça nous donne la chance de réfléchir à plusieurs enjeux et c'est écrit de manière très belle. Il y a un personnage qui a une expérience des abus ou les violences sexuelles. Un moment dans l'histoire, c'est quelque chose qui peut perturber énormément. Et le personnage, ça c'est ce que le personnage a dit après. Et après ça, il dit qu'il faut toujours être préparé. C'est essentiel d'être préparé. Si vous allez travailler avec ce roman, il faut être très sensible. Et cette citation, il faut être très sensible. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons que ça peut créer des problèmes. C'est de créer ces relations
avec des personnes avant que les élèves ont un genre de confort avec vous. Il y a la confiance, même avec les personnes qui vont être critiques après que vous avez déjà construit une relation. J'ai mis un lien avec cette présentation cool de vidéo qui parle de Aubrey. Ça roman, si vous écoutez juste le premier 9 minutes, ça va vous donner une idée de c'est quoi ce roman. Et je vous encourage à lire ça, même si vous n'êtes pas en train d'enseigner l'école secondaire. Et ce que Bill a parlé avant notre organisation, on crée une base de données et on va avoir des différents textes qui va démontrer aux autres enseignants c'est quoi les différences dans les textes qui sont sortis par le roman. Alors, juste pour vous démontrer, cet roman a les aspects qui vont toucher à tous ces enjeux. Ça nous laisse regarder l'expérience des personnes de nos pays et aussi d'un différent classe sociale ou un caste. Et aussi ceux et celles qui sont des sans-voix. On peut trouver plein d'affaires en ligne, sur l'Internet, sur les différents les essais, comment c'est un texte postcolonial, les différents aspects de ce texte. Il y a l'information. Si on peut regarder même l'écho criticise de The God of Small Things va au-delà des enjeux sociaux et du même et les enjeux planétaires. Depuis plusieurs années, je n'ai pas fait des affaires avec ce texte-là à part les discussions en classe. Ça nous donne la chance à tout le monde de s'impliquer dans les discussions. J'ai même une liste de questions pour les essais, pour commencer aussi les discussions et aussi pour les programmes IB, de comment on peut interagir et avoir des conversations orales, de donner leurs idées et leurs réflexions de ce roman. Et j'ai même démontré une introduction d'un essai. Qu'est-ce que les élèves ont démontré à travers ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont expliqué, qu'ils ont appris beaucoup à travers ce roman? Comment les dynamiques familiales sont explorées, c'est des sentiments universels. Il y a une autre citation qui vient d'un des mères avec, désolée, j'ai manqué de lire sur le texte, mais l'impact de cette citation, ça influence beaucoup les élèves. Alors, j'aime ça, regarder, approfondir, qu'est-ce que ça veut dire, certains romans et les textes. Alors, on a des notes pour essayer de regarder comment on peut faire une lecture en profondeur avec les différentes notes. Je vous démontre un peu des sorties clés de ce roman. Un de mes étudiants dans les dernières années est venu, c'est vraiment un élève qui vient de Kerala, où le lieu de cette histoire. Et elle est une élève vraiment motivée par une passion de justice sociale et elle est allée plus loin dans son question d'essai. Elle a fait les recherches par rapport aux droits des femmes en ligne. Il y a des manières pendant que les élèves peuvent aller plus loin avec leurs travaux. Et parce qu'on voit avec l'écrivante aussi, elle est allée encore plus loin avec cette roman. Elle n'a pas écrit d'autres livres. Elle a juste fait l'activisme, le militantisme et l'écriture plus militante qui est non-fiction, qui est des ouvrages généraux, les essais. Alors, de cette idée de prendre une approche avec plus d'espoir, comme il était mentionné par d'autres, et j'ai d'autres citations. Et je pense que je vais essayer avec cette dernière citation. C'est quelque chose qu'on fait comme élève
ou professeurs, je veux dire tout le temps, les enseignants, et ça rejoint le titre, que je ne fais pas des affaires incroyables comme tous les autres enseignants font, mais j'essaie de faire des petites choses avec beaucoup d'amour. Et ça, c'est où je vais terminer. Ah, wow, ça, c'est vraiment un moment approprié pour terminer. Wow, c'est incroyable. J'espère que tout le monde a vraiment pris beaucoup d'informations. Les présentations étaient incroyablement intéressantes. Il y a tellement d'outils concrets à implémenter dans vos classes. Et c'était intéressant comment vous avez utilisé la littérature dans vos classes. Alors, on a quelques minutes. Si les participants ont des questions pour les panélistes ou en général, de comment on peut utiliser la littérature dans les cours pour engager les élèves et tout ça. Alors, si vous avez des idées, des questions, s'il vous plaît, levez vos mains. Je ne sais pas si, Karen, si tu avais d'autres à partager, mais je pense qu'on pourrait arrêter le partage d'écran pour que tout le monde se voit. Je pense que les personnes prennent le temps de tout réfléchir à ce qu'ils ont entendu. Je suis étonnée parce que c'est une salle pleine des enseignants et personne ne veut parler. Ça, je ne comprends pas. Marie-Catherine, si les personnes et tout le monde a nos coordonnées, ils peuvent nous contacter à travers vous. Je vais m'excuser, mais je ne vais pas m'excuser au même moment. N'importe quelle de ces présentations aurait pu prendre un moitié d'une journée. Cette présentation aurait pu faire une conférence d'une semaine. On connaît que les professeurs sont très occupés. Et on est très heureux et contents qu'il y a plusieurs qui sont venus ce soir. Il y a beaucoup qui ont demandé pour le vidéo après, aussi avec les documents écrits et que vous pourriez chat. Me contacter directement. Je vais mettre mon email au courriel électronique dans le clavardage. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez-nous nos questions, vos réponses et vos commentaires. Tous les panélistes ici sont aussi sur le conseil d'Alberta, sur un comité sur la littérature inclusive et on pourrait entendre vos réponses. Et puis, on va travailler sur une liste qui pourrait aider les enseignants et enseignantes. Parce que il y a tellement de choses que chacun de nos panélistes aurait pu parler pendant beaucoup plus de temps. Alors, on a décidé essayer de mettre beaucoup de contenu et d'émotion dans ces présentations pour assurer que les autres enseignants et enseignantes vont quitter avec quelque chose d'utile ce soir. Je vais parler pour moi-même, mais moi, j'étais vraiment impressionnée par tous les panélistes et toutes les affaires que j'aurais pu rêver. Comme Karen a dit, j'ai vraiment pris des notes. Et non, c'est vrai. Il n'y a personne qui... Tout le monde prenait des notes. Tout le monde prenait. J'ai dit dans le chat que j'aurais aimé ça retourner à l'école secondaire, d'être dans vos classes ou d'aller maintenant parce que ça m'a donné tellement de bonnes idées. Et puis, j'ai mes coordonnées dans le chat et vous pouvez m'en parler, me contacter si vous avez des questions, etc. Et je vais aller parler avec des différents panélistes. Vous aurez aussi accès à cet enregistrement et tous les matériels qu'on a vus aujourd'hui. Alors, vous serez capable de prendre tous ces outils, d'essayer dans vos classes avec vos élèves. Ça, c'est pour tous les panélistes. Il y avait des matériels dans les dossiers qui n'étaient pas mentionnés. Alors, moi, j'ai fait une liste de références, plus une bibliographie ou avec des liens
pour l'Internet. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont venues ici avec des idées pour comment on peut sélectionner les différents textes, les essais, les romans. Vous allez voir les références qui vont, les différents vont, vous allez tomber sur les sites web où il y a aussi un liste des références pour vous donner une idée de comment trouver ces œuvres. Et comme vous voyez dans les présentations, c'est pas facile. Réellement, c'est pas facile. Et si je voulais juste vous laisser avec au moins une réflexion, il n'y a aucun texte parfait. Il y a certaines qui vont le rapprocher un peu, mais le texte parfait, c'est différent pour chaque élève qui va le lire. Et c'est plus le plaisir de la conversation dans la classe et où comment les élèves vont donner des défis, vont avoir des confrontations avec les textes. Alors ça fait aussi partie de nos conversations. Certains de ces sites web vont vous amener vers les textes. Et je sais que Nancy a donné quelques listes, mais non, il y a plusieurs. Alors, c'est pas juste, comme Bill a mentionné, c'est pas juste ce que vous avez vu dans la présentation, mais on a des matériels supplémentaires, des ressources, des liens qui vont être partagés avec vous. Et ces panélistes et ces enseignants incroyables veulent partager avec vous parce qu'ils ont déjà essayé et elles sont prêtes à partager tout ça avec vous. Je suis étonnée de voir qu'il n'y a pas de questions. Je sais que c'est beaucoup à, comme physiquement, prendre toutes ces informations. Alors, on va vous laisser la chance de réfléchir, d'entendre tout ça. Et je veux vraiment remercier tout le monde pour vos conversations et présentations incroyables. Je veux remercier Thomas et JC et nos interprètes aussi. J'espère qu'il y avait quelques personnes qui ont écouté en français, que ça a aidé. Désolé, on a vu qu'il y avait quelques problèmes avec les liens Zoom au début. Mais j'espère que tout le monde qui voulait participer avait eu la chance. Je donne mes excuses pour ça. Et j'ai rajouté dans le chat de clavardage, juste là, à la prochaine, c'est le 13 janvier, la prochaine session de partage. Ça va être très différent que celui-ci. On va parler plus les sciences, l'ingénierie, les mathématiques. Alors, ça va être l'autre côté du spectre avec les relations de l'empathie et tout ça. Alors, oublie pas de mettre vos noms et on veut vraiment continuer à créer cet réseau des enseignants qui travaillent sur cette citoyenneté mondiale et vraiment des réflexions critiques. Alors, merci énormément pour cette conversation et tout ce que vous avez partagé. Et je veux vraiment remercier mes collègues, les panélistes, et je sais que c'est difficile et je suis impressionnée à quel point ils et elles ont mis du temps et de travail, de réflexion. Ça m'étonne aussi après les heures d'enseignement. Ils ont pris plus de temps pour partager. Oui, c'est vraiment apprécié. Alors, je pense que c'est ça. Merci. Merci tout le monde. Bonne soirée.